Monsieur, bienvenue dans votre émission spéciale rencontre. Un invité à ma côté, je lui laisse l'occasion de se présenter. Bonjour, présenter à nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Je m'appelle Abakar Ousmane Idriss. Je suis l'auteur du livre Après le tyran, d'un état de désordre à un vrai état, une question de volonté et d'engagement. Je suis aussi activiste politique, militant aussi du PSF et diplômé en licence sciences politiques et relations internationales et un master en stratégie, défense, sécurité, gestion de conflits et de catastrophes du centre de recherche d'études politiques et stratégiques de l'université de Yaoundé 2. Merci beaucoup. Ok, monsieur Abakar, pouvez-vous nous parler de votre livre Après le triant d'un état de désordre à un vrai état. Donc, une question de volonté et d'engagement. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre? Merci une fois de plus de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre chaîne et d'expliquer le contenu de mon livre Après le tyran, d'un état de désordre à un vrai état démocratique, une question de volonté et d'engagement. En fait, ce livre, c'est un message d'engagement, de courage et de dignité à l'endroit du peuple tchadien, à l'endroit de la jeunesse et aussi à l'endroit de ceux qui nous gouvernent actuellement. En fait, parce que ce pays nous appartient à tous et il est normal de s'exprimer et de laisser des traces à l'endroit de la future génération. Ok. Monsieur Abakar, pourriez-vous expliquer davantage le concept de transition d'un état de désordre à un véritable état? Quels sont selon vous les éléments clés qui rendent cette transformation durable? Ok, en fait, commençons d'abord d'un état de désordre. C'est ce que nous vivons actuellement. Le Tchad n'a même pas des critères d'un état du XXIe siècle. En fait, la justice aux ordres, il y a la famine, et la mauvaise gouvernance sont utilisées comme des armes de domination. Et dans ces pays, en fait, ceux qui méritent, je peux donner juste des exemples sur la jeunesse, ceux qui méritent par exemple d'être intégrés à la fonction publique sont abandonnés et ils ont choisi des personnes proches du pouvoir, des personnes, des jeunes qui ont des familles bien placées ou bien installées. Comme on dit au Tchad, il faut avoir des branlons pour être intégré à la fonction publique. C'est-à-dire actuellement quand vous partez dans certains ministères, par exemple le ministère des Affaires étrangères, vous allez trouver des jeunes qui n'arrivent même pas à faire la différence entre CEMAC et CAC. CEDEAO au Lyon, c'est grave. Et quand on dit la diplomatie, et c'est partout dans presque tous les ministères. Et c'est ça la génération. Oui. Donc vous venez de parler de désordre, vous avez parlé du chômage et ainsi que vous avez touché le système de l'éducation. Donc je peux dire que il y a des jeunes qui sont mal éduqués. Excusez-moi pour le terme, vous avez parlé sur l'éducation. Donc c'est un engagement de nous tous. Ça concerne les enseignants, les parents. Donc alors ma troisième question, quels sont les principaux défis ou obstacles que vous identifiez lorsqu'il s'agit de construire un état fort, durable, à partir d'un état de désordre? D'abord, le principal obstacle, c'est ceux qui nous gouvernent actuellement, ceux qui gouvernent ce pays depuis plusieurs décennies. En fait, c'est un système, je ne peux pas accuser le système MPS, c'est un système mis sur pied depuis l'indépendance du Tchad. Ouais. Quand vous prenez Garta, il est venu au pouvoir, il a privilégié seulement ses proches. Et il a mis sur pied une armée clanique. À l'époque de Garta, il y avait aussi garde présidentielle qui est constituée seulement de l'ethnie de Garta. Oui. Jusqu'à Maloum, jusqu'à Goukouni n'a pas dû au pouvoir, jusqu'à Hissène Habré avec la garde présidentielle. Et quand Déby est venu au pouvoir, il a tout chamboulé avec la DJC qui est constituée d'une garde, c'est-à-dire une armée clanique. Et ce n'est pas nouveau, c'était avec tous les régimes qui se sont succédés. On ne peut pas accuser une seule personne. Oui. Vous voyez, et nous, la future notre génération, on a déjà perdu le combat face à ce système-là. Ce qu'on doit faire, c'est de gagner la guerre pour la future génération, pour nos enfants et pour nos futurs enfants. Donc le principal obstacle, c'est ceux qui nous gouvernent actuellement. Ouais. Imaginez après le décès du Marshal.
l'actuel président, le général Mamadi Idriss Déby, quand il a pris le pouvoir par la bénédiction, même si par la bénédiction de l'ancienne puissance coloniale, normalement ce qu'il doit faire, c'est d'oublier l'ancienne école de son papa. Mais à notre grande surprise, il a fait, c'est-à-dire nommer tous les anciens caciques du régime, et il a, c'est-à-dire fait appel à tous les politico-militaires, il a fait appel à tous ceux qui étaient dehors, qui critiquaient avant le régime, mais l'Assemblée actuellement est dirigée par quelqu'un qui était sous le règne de son papa plus de 30 ans. Le Premier ministre, il vient aussi du système. Même le ministre de la Défense, c'est quelqu'un qui vient du système. Et il a montré autre chose qui est très importante. En fait, aujourd'hui, le chômage au Tchad, c'est-à-dire, on ne peut même pas... Tout le monde est en chômage. Même, c'est-à-dire que nos universités sont devenues des usines pour fabriquer des chômeurs. Au lieu d'intégrer ces jeunes-là, ce que nous avons constaté lors de l'intégration à la fonction publique sous l'actuel président, ils ont intégré tous les anciens rebelles. Ils ont intégré ceux qui étaient à l'extérieur, la diaspora, qui insultaient l'ethnie du président. Ils ont intégré des opposants, mais des jeunes qui étaient à l'intérieur du pays, qui méritent d'être intégrés, on les a négligés, juste parce que nous étions trop pacifique. Donc le message est clair. Si vous voulez du travail dans ce pays, voilà deux solutions. Soit vous baissez la tête, vous avez des parents mieux placés et vous aurez du travail. Soit vous partez en exil, prenez des armes, devenez des opposants, après on va vous appeler et vous donner du travail. Mais si vous restez dans votre pays silencieusement, vous n'aurez rien. Et c'est qu'on a observé, parce que tous les exilés ont été intégrés. Tous les rebelles ont été intégrés. Mais nous qui sommes à l'intérieur du pays, des jeunes qui sont là, sont pas... Parce que quand vous voyez des clandemins maintenant, quand vous voyez des sireurs, quand vous voyez même le marché ambulant, tous ceux-là ont des diplômes. Et ils nous disent, allez, il faut entreprendre. Mais entreprendre comment? Dans un pays en crise. Dans un pays qui n'a même pas de l'argent. Entreprendre, il faut avoir de l'argent. Ils nous disent à 0 francs. Comment tu peux entreprendre à 0 francs? Ce sont des concepts, ce sont des discours. Dans ces pays, c'est impossible d'entreprendre à 0 francs. Parce que quand vous regardez le climat des affaires, même le commerçant pleure. Même si le fonctionnaire ne gagne pas, qui peut c'est d'acheter des produits? C'est impossible. Ces pays-là est carrément à terre. Ok, monsieur Abakar, pouvez-vous partager des exemples concrets de pays, de situations de cette transition a été reçue? Alors, quels facteurs ont contribué à cette réussite? D'abord, la volonté et la sincérité de ceux qui nous gouvernent. Dans une maison, dans une constitution, par exemple, si vous trouvez un papa alcoolique, un papa qui ne passe même pas à ses enfants, c'est fini pour l'éducation de ses enfants. Mais quand il y a des pays, le Rwanda, Kagame est venu au pouvoir 4 ans après Idriss Déby. Parce qu'Idriss Déby, c'était en 90. Kagame, en 1994. Mais le président Idriss Déby, à son âme, a trouvé un pays stable. Mais Kagame a trouvé un pays où il y a eu des génocides contre son propre ethnie. Mais regardez aujourd'hui le Rwanda. Le Rwanda, c'était moderne. Le Rwanda, c'était... Kagame, parce que le Tutsi, Kagame fait partie de l'ethnie Tutsi. Malgré tout, il a tout oublié. Ils ont mis sur pied une justice équitable, partage des richesses. Aujourd'hui, le Rwanda est un exemple, alors qu'il n'y a même pas de pétrole au Rwanda. Il n'y a rien, seulement l'agriculture, l'élevage et le tourisme. Ni pétrole, ni uranium, ni rien. Mais nous, on a tout ça. Mais aujourd'hui, le Rwanda, c'est un exemple. Il faut seulement la volonté. Prenez par exemple l'Angola. L'Angola a été colonisé par le Portugal. Mais aujourd'hui, les Portugais, c'est-à-dire l'ancienne puissance coloniale, les Portugais viennent s'immigrer en Angola. Regardez l'exemple là. Prenez la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Tout ça, c'est-à-dire, ce sont de bons exemples. C'est une question de volonté et d'engagement. Si aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils ont des armes, parce qu'en prenant le pouvoir, ils ont perdu beaucoup de leurs parents, ils vont rester par la force. Mais le révolte aussi vient de Dieu. Ceux-là ne vont pas accepter. Le monde a évolué et s'interconnecte. Nous ne sommes plus en 1990 où il faut prendre les armes, où nos parents même en Djamena, ils n'ont pas le moyen d'écouter des informations. Maintenant, au XXIe siècle, tu peux dormir dans ta chambre et voir ce qui se passe aux États-Unis, voir ce qui s'est passé au Burkina, ce qui s'est passé au Niger, en Syrie, des manifestations pacifiques en Tunisie, Égypte. C'est très facile. Donc, il faut changer de logiciel et accepter que ces pays-là, ce n'est pas pour nous seulement. C'est pour tout le monde. Monsieur Abakar, quels sont les engagements individuels et collectifs nécessaires pour établir un véritable État? Comment pouvez-vous expliquer les citoyens dans ce processus? Qu'espérez-vous que le lecteur retient de votre livre? Quel message
vous transmettre à travers votre écriture. Ok, merci beaucoup. En fait, quand on voit le pays actuellement, on peut accuser le régime, on peut accuser le système, mais il y a une part de responsabilité de nous-mêmes, les citoyens. Il y a une part de responsabilité. Il faut exiger parfois. Il faut forcer. La liberté s'arrache, elle ne se donne pas. Mais j'ai constaté quelque chose au Tchad, c'est-à-dire le Tchadien prend tout sous le prisme ethnique et partisan. Que cela ne me concerne pas tant que ça ne vient pas de mon ethnie, tant que ça ne vient pas de ma famille, et c'est très dangereux. Par exemple, si quelqu'un s'élève aujourd'hui pour lutter, c'est-à-dire pour la démocratisation du pays ou bien pour la liberté, la première des choses, le Tchadien ne voit pas ce que la personne là est en train de dire. Non, mais voit d'abord la personne là vient d'où. Il est de quelle ethnie, il est de quelle religion. Je peux vous donner juste quelques exemples. Lors des manifestations, quand Sixé Masra dit manifestation, on voit seulement le 7e, 8e arrondissement. Et quand il y a Edilo appelle à une manifestation, on ne fait pas sortir tout le monde. Et quand ça là, comment on peut avancer? Que tu sois Zahawa, Sara, Arab, Ngamay, ces pays-là nous appartiennent à tous. Toi, tu veux le changement ou bien tu veux connaître l'ethnie de la personne? Et c'est ça, c'est notre handicap. Autre chose très importante, la jeunesse tchadienne. La jeunesse veut la richesse, veut la liberté, mais dans la facilité. Rien n'est facile dans ces pays. Il faut travailler. J'encourage ceux qui travaillent actuellement, mais le travail c'est quoi? Il faut commencer à lutter, montrer que ces pays-là nous appartiennent à tous. Si aujourd'hui on sort, basta, ces pays-là nous appartiennent à tous, je vous assure que le gouvernement va prendre des décisions et améliorer notre condition de vie. Notre problème, ce n'est pas parce que l'actuel président s'appelle Idriss Déby. Non, 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 ce n'est pas ça. Il a aussi le droit de diriger ces pays-là. Mais notre problème, c'est quoi? C'est le système mis sur pied. Ok. C'est ça. Ok, M. Abakar, en tant qu'écrivain, pensez-vous qu'il incombe aux auteurs de s'engager dans des sujets politiques et sociaux? Quel est votre rôle en tant qu'écrivain dans la société? En fait, l'écrivain est d'abord le porte-parole, la voix des sans-voix. Hein. Donc, on a vu les Senghor, les Césaire, Léon Gontran Damas et tous ceux-là ont lutté pour la démocratie, pour l'indépendance de l'Afrique en général et de l'homme noir en particulier. Donc, l'écrivain ne signifie pas écrire seulement de poésie ou bien parler de la belle femme tchadienne ou bien parler de société. Non, l'écrivain, c'est d'abord mettre en écrit ce qui se passe actuellement, être, comme je viens de dire, le porte-parole et la voix des sans-voix. C'est normal de s'engager en politique. Quand on voit dans certains pays, prenez par exemple en Afrique du Sud, même en Côte d'Ivoire, Ouattara a fait appel à des intellectuels et à des hommes d'affaires, des économistes et des politologues pour mettre sur pied des stratégies. Comment conduire le Côte d'Ivoire? Comment faire le Côte d'Ivoire un État émergent? Ça, c'est le rôle de l'intellectuel. L'intellectuel ne doit pas rester à part et regarder la société. Et dommage que nos intellectuels aujourd'hui au pays, c'est-à-dire visent leur intérêt. L'intellectuel tchadien ne travaille pas pour le peuple. L'intellectuel tchadien achète même, c'est-à-dire paye de l'argent à ses enfants pour être intégré à la fonction publique. L'intellectuel tchadien manipule même la population. Et l'intellectuel tchadien écrit même des lois et des lois de propositions au régime en place. Et l'intellectuel tchadien fait savoir au monde que le Tchad va bien. Alors que le rôle de l'intellectuel, un vrai intellectuel, c'est de travailler gratuitement au service de sa population. Mettre sa connaissance au service de la future génération. On a vu des écrits, des livres écrits par le Gontran Damas, le Cheikh Anta Diop, tout ça. Là, ils ont laissé des écrits et nous on lit jusqu'à là. Même dans des écoles, des thèmes des exposés, c'est sur le Cheikh Anta Diop, Hamidou Khan et tout ça. Donc le rôle de l'intellectuel, c'est d'être la voix des savoirs et de lutter pour l'émergence de son pays. Ça, c'est le premier rôle de l'intellectuel. Ok, Monsieur Abakar Ousmane Idriss, donc si personne est intéressé à travers votre roman, donc comment il peut vous contacter? C'est très facile. Moi, j'ai mis le numéro même sur les réseaux sociaux. Il peut me contacter directement, il n'y a pas de problème. Mais bientôt, on va mettre dans de différentes librairies de N'Djamena et même sur le net. Et Inch'Allah, pourquoi pas distribuer même aux futures générations, de prendre conscience. Parce que là, le livre, j'ai évoqué tous les problèmes, tous les sujets qui nous concernent, la nomination au sein du gouvernement, comment le régime choisit ses ministres, comment les jeunes sont intégrés à la fonction publique et comment le citoyen tchadien est responsable de ce qui se passe, le rôle de l'intellectuel tchadien, comment l'armée a été transformée, le rôle de la France. Donc ça nous concerne uniquement. J'appelle la jeunesse à se procurer de ces livres-là, de lire et de donner leur point de vue. Parce que le tchadien ne lit pas.
Et tout est dans le livre. Ce ne sont pas dans le film série ou bien dans nos messages sur Facebook ou bien de comédie. Tout est là dans le livre. Ils peuvent lire et prendre conscience et faire des suggestions. Peut-être qu'ils vont nous aider à s'améliorer encore plus. Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission spéciale Rencontre. Aujourd'hui, nous avons échangé avec monsieur Bakar Ousmane Idriss. Au revoir, à la semaine prochaine avec un autre numéro.